Merci d'être aussi nombreux dans l'attente de cette rencontre, de cette conférence, qui vient s'inscrire dans un cycle de réflexion et d'échange animé principalement par nos administrateurs, les administrateurs de l'association, sur divers sujets dont ils sont parfaitement experts. Celui de ce soir, c'est sur la part de l'émotion dans le management. Et vous savez combien le management interculturel ou humain dans notre association est au centre de notre activité au quotidien, de par ce que nous faisons, de par la composition humaine des interprètes et des différentes personnes qui interviennent, de par vos autres interprètes, quand bien même dans vos langues de travail, vous intervenez par téléphone sur une succession de sujets, d'entretiens, par téléphone ou en présentiel, où vous avez en face de vous un migrant, en tout cas une personne qui ne parle pas suffisamment le français. Vous avez en face de vous un soignant, un enseignant, un travailleur social, un agent de l'OFPRA, qui peut être français d'origine ou d'origine exotique comme moi, et beaucoup d'entre vous, qui peut être jeune, moins jeune, et qui va, avec l'aide de l'interprète que vous êtes, mener l'entretien dans lequel, au-delà des procédures, au-delà des dates, au-delà des formalités, au-delà des contenus de ces procédures, au-delà de l'annonce de maladies ou autres, devra, si c'est un bon professionnel, aidé par les bons professionnels que vous êtes, va aider à aller au-delà des mots techniques, au-delà des mots juridiques, au-delà des termes médicaux, pour que l'entretien soit de qualité, fluide, etc. Mais je m'arrête là-dessus et Olivier Arnaud Blanchard va évidemment intervenir sur c'est le sujet de sa conférence aujourd'hui. Donc, et j'en aurais fini, cette première rencontre, vous avez reçu donc un mail, on vous donne tous les rendez-vous suivants, répond aux besoins que l'association a identifiés d'être à côté des prestataires d'interprétariat et de traduction écrite que nous sommes, de créer un espace de réflexion, d'échange, tellement les sujets sont compliqués. On a besoin de la pierre de tous, on a besoin des interrogations et des doutes et des solutions et des idées des uns et des autres. Nous en avons plus que jamais besoin. Nous sommes dans un monde en mouvement, dans une société traversée par beaucoup d'interrogations, et nous sommes le mardi soir d'un premier tour des élections municipales qui a porté au moins une partie de ces sujets dans le débat public à travers le débat sur les quartiers, les migrants, les demandeurs d'asile et la part des services publics, etc., etc. Donc, notre association est se veut un acteur du débat public. On commence entre nous, on va ouvrir l'éventail à d'autres. La conférence de ce soir, elle est filmée et enregistrée. Nous allons nous en servir comme outil pour extraire des éléments pour des publications, pour toiletter du retard que nous avons eu, etc., technique, servir de base pour nourrir notre chaîne YouTube sur Internet pour ISM. Voilà. Et finalement, depuis que l'association existe, nous sommes à travers la parole, dans l'échange, dans l'idée, et plus que jamais, les sujets de l'association sont d'actualité. Je passe de suite la parole à Olivier Arnaud Blanchard, qui est administrateur d'ISM. Et à travers lui, je veux saluer en votre nom à tous partenaires et salariés d'ISM. Je veux saluer l'ensemble de nos administrateurs. Et je le redis encore une fois, sans les administrateurs, sans un conseil d'administration bénévole, sans les adhérents qui ne sont pas tous au conseil d'administration, notre association ne pourrait juste pas exister. Donc, c'est des bénévoles. Grand hommage soit rendu à tous les bénévoles de France et de Navarre qui s'investissent bénévolement dans des associations d'intérêt général, d'intérêt humain, culturel, social, etc. Et donc, sans le groupe des bénévoles qui sont nos chefs à tous, et à moi le premier, eh bien, l'association n'existerait juste pas. Voilà. Et donc, nous avons des bénévoles avertis, engagés, motivés, experts de sujets très complexes, dont celui de ce soir. Et sur ce, en plus de tes compétences, cher Olivier, en gestion, tu es le trésorier national de l'association, en gestion d'entreprise sociale, que tu diriges par ailleurs, en plus d'ISM, tu as des choses à nous apprendre, à nous faire réfléchir sur le management
interculturel et management à fort enjeu émotionnel. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Merci à toutes et à tous pour l'organisation de cet événement, aux équipes sièges, et merci d'être là. Donc, oui, moi, je suis effectivement trésorier d'ISM. Je tiens à vous dire que je suis très heureux de venir partager ces réflexions avec vous, à la fois parce que le sujet est passionnant, mais aussi parce que dans cette période de transition majeure pour ISM, nous, les administrateurs, sommes plus mobilisés que par le passé, et nous le sommes à l'occasion de ces conférences, mais nous sommes aussi, on va dire, derrière le rideau sur d'autres sujets. Donc, je me présente à vous avec l'envie de partager ces réflexions passionnantes, et je le fais avec une grande humilité parce que, contrairement à vous, salariés d'ISM, moi, je n'ai jamais travaillé à temps plein dans une structure aussi interculturelle qu'ISM, même lors d'une expérience que j'ai pu avoir au Bureau international du travail, qui est une agence de l'ONU. Voilà. Par ailleurs, je ne suis pas un universitaire, donc je ne vais pas m'essayer à l'exercice d'un exposé de niveau académique. Je vais simplement m'inspirer de quelques travaux universitaires que j'ai pu feuilleter, et notamment d'un ouvrage dont ISM a fait l'acquisition, dont je parlerai plus tard et que je relaterai dans une très courte bibliographie que j'ai pu faire à cette occasion. Aujourd'hui, je vais articuler mon propos en 6 parties. Premièrement, vous parler de mon biais d'intervenant, vous dire d'où je parle quand on parle d'affaires culturelles et interculturelles. Il est important, je pense, d'être clair. Il est intéressant aussi, je pense, de parler, deuxièmement, de dire un mot d'où nous parlons. La France, n'est-ce pas une contradiction culturelle à certains égards? Troisièmement, donner quelques définitions, parce que, comme dans tout exposé sérieux, il faut savoir de quoi on parle. Quatrièmement, rentrer dans le vif du sujet clairement, hein, de se dire, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on comprend l'interculturel. Un certain nombre d'universitaires ont écrit beaucoup de choses passionnantes sur le sujet, et notamment dans cet ouvrage dont ISM a fait l'acquisition, qui est, j'ai trouvé excellent, d'Olivier Meyer, qui s'appelle Management interculturel. Je redonne la référence à la fin. Cinquièmement, et pour ISM, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que on parle d'un siège qui est le nôtre, et une partie de notre siège, il est ISM. Et puis, sixièmement, vous partagez humblement quelques bonnes pratiques que j'ai pu observer moi. Là, on rentre dans le concret, on va sortir un petit peu de considérations un peu plus théoriques. Voilà, je me lance. Donc, mon propos du jour, il poursuit 3 objectifs. Celui de partager des réflexions qui nous aident à prendre de la hauteur. Donc, on ne sera pas toujours dans le concret au concret, si vous me pardonnez ce néologisme. Deuxièmement, partager des outils concrets. Là, on y sera. Du management émotionnel et interculturel, en essayant de le rattacher un peu au contexte d'ISM, et puis agrémenter ces partages d'histoires personnelles, d'anecdotes ou de références culturelles, parce que c'est indispensable. Et je vais même commencer par ça, en guise de mise en bouche ou mise en esprit. Je vais commencer par la reprise du texte d'un artiste que vous reconnaîtrez peut-être, que j'ai légèrement modifié, qui est le suivant. Ton écriture est latine, tes chiffres sont arabes. Ta pizza est italienne et ton couscous algérien. Ta démocratie est grecque, le dieu de tes églises est juif. Ton café est éthiopien, ta montre est suisse, ta chemise est hawaïenne, ton smartphone coréen. Tes vacances sont espagnoles et tout le reste, j'ajouterais, est chinois ou américain ou presque. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger. Ce texte, qui est très fortement inspiré de Jules Bocarne, a l'avantage de célébrer, il me semble, avec simplicité, l'interculturalité et de tourner en ridicule la xénophobie. C'est un de mes biais à moi, parce que j'ai été élevé dans une interculturalité heureuse, peut-être naïve, mais heureuse, dans laquelle l'étranger est forcément bon, parce qu'il sait des choses que tu ne sais pas, il a fait des choses que tu n'as jamais faites, et qu'il peut préparer notamment des boissons et des plats que tu n'as jamais goûtés. Ça, ce n'est pas neutre. Voilà pour la mise en esprit. Et donc, je vous propose de rentrer un peu plus en détail dans mes propres biais, pour que vous le sachiez, parce que je pense que l'honnêteté au XXIe siècle, ce n'est pas seulement de chercher la vérité
mais c'est aussi de dire de quelle fenêtre on observe le réel. Et donc, moi, je vais le faire aussi pour introduire quelques notions d'interculturalité. Moi, je suis, Aziz l'a dit, donc je ne vais pas revenir trop en détail, mais je suis entrepreneur social, trésorier bénévole, père de 2 filles merveilleuses, fils d'une interprète traductrice et un peu migrant aussi. Et alors, à la différence de tous les migrants que vous accompagnez chez ISM, qui sont pour la plupart, vu de ma fenêtre, un peu des héros, ils ont fui des situations souvent dramatiques. Moi, je n'ai pas cette histoire-là. Moi, je suis un migrant sans gloire, un petit bourgeois qui a déménagé plusieurs fois et qui s'est rendu compte que ce n'était pas un choix de facilité que de devenir étranger dans un territoire, même si je l'ai fait dans des circonstances, vous le verrez, qui sont plus faciles. Moi, je suis un Français élevé à Genève. J'étais un étranger dans la ville de mon enfance. Et ça, malgré tout, c'est une expérience qui marque. De retour dans mon pays, la France, avec mon accent suisse, j'ai été le Suisse en France. Et comme tout Genevois qui se respecte, j'avais pour les Français un mélange de peur et de haine. C'est une ambiguïté que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Ces relations de pays voisins, grands frères, grandes sœurs. Et pour bien le comprendre, il vous suffirait d'aller vous promener dans les rues de Genève un soir de défaite de l'équipe de France de football. À Bruxelles, ça serait peut-être la même chose. Les Genevois sont encore plus heureux quand la France perd que quand la Suisse gagne. Et je crois que je cite ce phénomène parce qu'en fait, je pense qu'il existe dans de nombreuses régions du monde. Et la récente Coupe d'Afrique des Nations, je pense, permet de faire quelques échos. Bon, voilà. Mais brièvement, donc moi, je suis retourné en France après. J'ai beaucoup cherché mon identité. Et au début des années 2000, je n'ai rien trouvé de mieux que de partir en Angleterre faire des études de géostratégie et de théologie, qui sont une des raisons pour lesquelles on m'a proposé de venir chez ISM. Et j'ai eu la bonne idée d'y arriver 1 an après les attentats du 11 septembre et 1 an avant l'invasion de l'Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui prend aujourd'hui, je pense, qui trouve un écho intéressant. Et donc, pour celles et ceux qui s'en souviennent, je vous parle d'une invasion à laquelle la France était opposée frontalement par son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin. Et à cette époque, la plupart de mes camarades anglais se sont mis à me voir comme le séculaire ennemi français. Moi, j'étais très d'accord avec Dominique de Villepin. Et donc, pour la 3e fois de ma vie, je me suis senti comme un étranger, un peu haï par endroits. Bon, voilà, j'arrêterai là le propos là-dessus, mais c'était juste pour vous dire que, ayant vécu ça, j'ai une admiration très significative pour tous les migrants qui ont pris beaucoup plus de risques que moi et qui sont des étrangers aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, mon parcours s'est poursuivi dans l'interculturalité de plusieurs façons. Mes nombreux voyages où j'ai espéré être le héros voyageur qui a été Nicolas Bouvier, qui a écrit un ouvrage extraordinaire qui s'appelle L'usage du monde, que je vous recommande. Mais toujours pas. Je n'étais toujours pas un héros, même en voyageant parfois de manière un peu rustique. C'est qu'après mes études qu'on a essayé de me faire croire que j'étais un héros de l'interculturalité. J'étais, moi, dans mes premières années de consulting, l'homme qu'on envoyait discuter avec des personnes qui étaient culturellement très différentes, comme les Indiens ou les Néerlandais, et que le consultant français de base n'arrivait pas à comprendre, le néerlandais étant trop frontal et voilà, la culture indienne ayant des richesses innombrables, c'était parfois trop complexe pour des esprits qui n'avaient pas envie d'explorer. Voilà. Je ne suis pas resté dans le conseil, j'aimais l'interculturel, mais moins les projets qu'on menait. J'ai préféré devenir entrepreneur social dans le domaine du handicap et surtout trésorier de l'ISM. Maintenant, assez parlé de moi, c'était pas si intéressant, mais parlons peut-être un peu d'où nous parlons en France, parce que si on ne pose pas un cadre correct, on risque de ne pas comprendre les biais qu'on a quand on parle de ces sujets d'interculturalité. La France, c'est une contradiction à certains égards culturellement. Comme le remarquait un grand sociologue, la France est tellement contradictoire que son nom même est une contradiction. C'est un nom allemand pour une langue latine. Notre pays porte un nom allemand, la France, c'est le royaume des Francs, et notre langue, elle est latine, on ne peut pas en douter. Nous sommes l'interculturalité, une interculturalité majeure de l'Europe occidentale, de l'Occident peut-être plus largement. Nos ancêtres celtes
viennent plus ou moins de Mésopotamie, les Normands viennent du Nord, quant aux Basques, aux Corses, aux Bretons, aux Alsaciens, aux Franc-Comtois, aux Savoyards, aux Flamands, etc., etc. Heureusement qu'ils apportent chacun à boire et à manger à la grande table de la France, parce que sinon, je pense qu'on ne s'entendrait jamais, et je ne parle même pas des migrations du XXe siècle qui ont été encore plus extraordinaires. Et donc, je voulais juste vous faire lecture d'un texte d'un sociologue, je pense qu'on peut dire qu'il est sociologue, Hervé Lebras, dans un ouvrage assez extraordinaire qui s'appelle L'invention de la France, que je vous recommande aussi. Ça prend 2 minutes, je vous en fais lecture. Donc, il a écrit donc, cet ouvrage, c'est une sorte d'atlas. Donc, il dit une conviction cheville cet atlas. La nation française n'est pas un peuple, mais 100. Et ils ont décidé de vivre ensemble. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'hexagone, les mœurs varient aujourd'hui comme en 1850. Chacun des pays de France a sa façon de naître, de vivre et de mourir. L'invention de la France cartographie cette diversité en révélant le sens caché de l'histoire nationale. Hétérogène, la France avait besoin pour exister de l'idée d'un homme universel qui nie les enracinements et les cloisonnements ethniques. Produit d'une cohabitation réussie, la Déclaration des droits de l'homme jaillit d'une conscience aiguë mais refoulée de la différence. La culture est mouvement, progrès, diffusion, homogénéisation, bien sûr, mais de nouvelles différences apparaissent sans cesse, aujourd'hui maghrébines, africaines ou chinoises. Il ne saurait donc y avoir de retour à une homogénéité perdue parce que cette homogénéité n'a jamais existé. Les défenseurs autoproclamés de l'identité nationale ne comprennent pas l'histoire de leur propre pays. Ils sont aveugles à la subtilité et à la vérité du génie national. L'effondrement du catholicisme puis celui du communisme ont engendré un vide religieux et idéologique qui a fini par couvrir tout l'Hexagone. Cette nouvelle homogénéité par le vide explique l'apparition, parmi bien d'autres choses, dans un pays où les Français classés comme musulmans ne pratiquent pas plus leur religion que ceux d'origine catholique, protestante ou juive, d'une islamophobie laïco-chrétienne qui prétend que la seule bonne façon de ne pas croire en Dieu est d'origine chrétienne ou catholique. L'abysse métaphysique de notre actuel moment politique se trouve ici sa source. Nous sommes aussi une contradiction interculturelle, à mon avis, j'arrête la citation, d'un point de vue aussi éthique et historique, le pays des droits de l'homme, premier pays à avoir reconnu les droits égaux à tous ses citoyens, l'un des seuls pays au monde où l'on soigne le migrant sans papier avant de lui demander de payer. C'est aussi l'un des plus vastes empires coloniaux de l'histoire récente, sur lequel le soleil ne se couche toujours pas, et qui est encore considéré à l'ONU comme une puissance coloniale, en raison notamment du statut de Mayotte. Sans même parler du franc CFA, des réparations postcoloniales revendiquées par de multiples territoires, dont Haïti, et je ne vais pas tous les citer. Voilà, donc quand on parle d'interculturel en France, on a un bagage qu'on ne peut pas nier et qui a une certaine densité, une certaine histoire. Maintenant, si on revient à notre sujet du management, de manière un peu brutale, mais certains vont estimer que la France occupe une place singulière dans la recherche académique. Elle est souvent classée, notamment par des universitaires comme Hofstede, comme une culture à forte distance hiérarchique, en raison de notre héritage monarchique et centralisateur, avec beaucoup d'individualisme. Donc cette tension entre le besoin d'un chef fort et l'aspiration à la liberté individuelle crée une sorte de paradoxe permanent. Et en management, ça se traduit pour beaucoup par un système où le diplôme prime souvent sur la compétence opérationnelle, contrairement à des modèles scandinaves ou anglo-saxons. Au Salah, moi je ne suis pas complètement d'accord avec cette opposition avec les anglo-saxons, parce que pour y avoir vécu, je sais qu'il y a une discrimination par le diplôme qui est presque plus forte que chez nous. Par contre, ce qui les distingue peut-être, et je pense que ça fait une belle ouverture pour les sujets d'après, c'est qu'ils ont parfois peut-être une meilleure capacité à écouter celle ou celui qui n'a pas le titre attendu. Voilà pour un peu nos biais en tant qu'habitants de la France. Je vais juste m'attaquer à quelques définitions. Il y en a 3, puisque vous avez vu que le sujet est décomposé en 3 concepts. Il faut qu'on sache bien de quoi on parle. Donc le titre, c'est la dimension émotionnelle du management interculturel. Alors là, je vous fais une petite confession. J'ai été un peu gourmand, parce que lorsque quelques administrateurs ont dit il faudrait que chacun anime une petite conférence,
moi, j'avais au moins 2 sujets, la dimension émotionnelle du management et le management interculturel. J'ai été gourmand, j'espère que vous me le pardonnez. J'ai proposé de fusionner, ou alors quelqu'un d'autre l'a proposé. En tout cas, c'est une gourmandise qui m'a convenu. Alors voilà, de quoi va-t-on ou ne va-t-on pas parler? On ne va pas complètement parler de toutes les dimensions du management interculturel. On pourrait estimer, par exemple, que la dimension hyper rationnelle, politique, mériterait un débat à lui seul. Ce serait passionnant, mais il a fallu faire un choix. Donc nous, on a 3 concepts. Premièrement, la dimension émotionnelle. Cet enjeu est vraiment critique dans la société et les organisations. Et je pense que ce qui est important, c'est pour ça aussi qu'on a voulu le mettre à l'ordre du jour, c'est que la dimension émotionnelle commence à peine à se frayer un chemin dans la société. Longtemps, et encore en partie aujourd'hui, l'émotion est taboue, alors qu'en fait, elle est partout. Les neurologues nous disent même qu'elle gouverne nos âmes bien plus que la raison. Et là, je peux pas, l'homme de théâtre que j'ai eu été, ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à ce que Racine fait dire à Phèdre dans la pièce du même nom. Elle dit « Moi régner, moi ranger un état sous ma loi, quand ma faible conscience ne règne pas sur moi. » Et je vous cite ça parce que ça fait plus de 300 ans que Racine a écrit ce texte. Et je trouve que ça illustre bien l'idée que, bien souvent, ce n'est pas la raison qui nous gouverne. Sauf que on a du mal à l'accepter. Et donc voilà, je pense qu'en Occident et ailleurs dans le monde, les émotions et les passions ont longtemps été rendues honteuses ou coupables. Au contraire de la raison qui a dominé les consciences, surtout au siècle des Lumières et après, jusqu'à ce que l'humanité commence à accepter que tout ne se résume pas à des lois ou des chiffres, et qu'en fait nos émotions méritent un peu mieux que le mépris, et notamment parce qu'elles ont des conséquences importantes sur nos vies. Voilà. Parmi les avatars du monde des émotions, on peut citer l'avènement de la psychanalyse et ses nombreuses controverses dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais aussi d'autres courants et réflexions dont on parlera un peu après, comme la communication non violente, qui est un vrai outil de gestion de l'émotion, et notamment dans le domaine interculturel. Voilà un peu pour parler de l'émotion. Je ne vais pas rentrer en détail dans comment on peut définir l'émotion. Je pense qu'intuitivement, tout le monde a une idée. Maintenant, deuxièmement, le management. Je pense que le management, ce qui est intéressant, c'est que le management, il a une étymologie interculturelle. C'est peut-être même un migrant, le management, en tant que terme. On croit que le terme nous vient des anglo-saxons. Management, hein, c'est un terme qui, dans l'histoire récente, est anglo-saxon. En réalité, bien évidemment, ils l'ont importé eux-mêmes. Du français ménagement, ménager sa monture, ménager ses amis. Et c'est une façon de les manager, de gérer, de s'assurer qu'ils restent en bon état de fonctionnement. Et peut-être aussi de l'italien, et pardonnez mon accent, managere, dresser les chevaux avec la main, hein, donc mano, la main. Donc, ce terme, il vient de France ou d'Italie, il a circulé par les pays anglo-saxons, et puis aujourd'hui, il éclabousse la planète entière. C'est un migrant, quelque part, et c'est intéressant, je pense, de se le dire. Alors, management, pour rentrer dans la définition rapidement, c'est un terme qui a plusieurs sens et connotations en France. Je ne vais pas faire toutes les connotations du monde entier, ce serait impossible. Mais dans le management, il y a plusieurs idées. Il y a à la fois l'idée de la gestion froide et rationnelle, et on lui attribue aussi une dimension humaine et émotionnelle. Hein, il y a une sorte de dualité. Quand on dit être un bon manager, souvent, c'est connoté humainement. Ça veut dire que vous prenez un bon soin des personnes que vous avez sous votre responsabilité. Nous, on va retenir un peu des deux sans se perdre dans des conjectures sur la définition, avec l'enjeu quand même de se dire qu'un bon management permet à une organisation, une activité de bien fonctionner. Là, je pense que c'est important de s'assurer que c'est bien posé. Voilà, donc le management interculturel, il naît de la nécessité de faire coopérer des individus dont les systèmes de valeurs peuvent différer. Il ne s'agit pas d'effacer les différences, évidemment, mais de créer des synergies. Et alors, il y a plusieurs universitaires qui ont écrit sur ce sujet, dont un qui s'appelle Fons Trompenaars. Ça doit être nordique, ma prononciation est probablement pas idéale.
lui, il estime que le management interculturel, c'est celui qui sait réconcilier les dilemmes. Comment être à la fois global, faut-il dire universel, peut-être, mais aussi local et respecter les spécificités culturelles. Ça, c'est une grande question. Je ne la résoudrai pas ce soir, mais je la pose là parce qu'elle va faire partie de nos questions. Et puis enfin, troisième agent dans la définition, interculturel. Alors là, on rentre dans une dimension qui est aussi assez complexe. Qu'est-ce que la culture? Voilà, on peut se demander. Je retiens une définition peut-être la plus évidente de l'UNESCO qui dit, dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Elle englobe un peu tout. C'est une définition un peu longue, mais qui a le mérite d'être un peu relativement exhaustive. Si on en vient à des notions plus concrètes, je serais tenté de vous dire que la culture, c'est peut-être avant tout la langue qu'on parle, la manière dont on vit, ce que l'on croit, ce que l'on mange, j'y reviens, et selon les anthropologues, peut-être aussi la manière dont on conçoit la mort, hein, si on simplifie un peu le schéma. André Malraux et Édouard Herriot, on leur prête une expression qui dit « la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». En réalité, c'est attribué à une essayiste suédoise, ce qui fait écho peut-être au patriarcat dans le domaine de la culture. Moi, j'aurais tendance à vous dire aussi, la culture, c'est ce qui reste peut-être quand on a tout perdu. Ça, je serais curieux de savoir ce que les personnes de terrain chez ISM en pensent pour des migrants qui arrivent dans une situation de grand dénuement dans notre pays. Point très important sur la définition de la culture. Dans les années 50, les universitaires ont commencé à considérer que le terme de culture pouvait s'appliquer à d'autres champs que, on va dire, le champ culturel comme on l'entend avec la langue, les traditions, etc. Ils ont commencé à considérer que le terme pouvait s'appliquer à d'autres champs comme la culture professionnelle ou la culture d'entreprise. Ça ne sera pas notre première lecture, mais il faut absolument le garder en tête parce que chez ISM, la question va se poser, je pense. Voilà. Donc après, il y a on pourrait évidemment essayer de faire plein de distinctions pour préciser de quoi on parle. Une des choses qu'il faut préciser, c'est que il y a une différence entre l'interculturel et l'international. Chez ISM, on traite plutôt d'interculturel. On parle qu'on est dans un seul pays, la France. Dans les ouvrages sur le management interculturel, comme cet excellent ouvrage, on parle aussi de l'international. Comment on gère une entreprise qui a des filiales dans différents pays. Voilà, donc je vois que le temps tourne. En raison des questions techniques, je vais passer un peu vite sur d'autres sujets et aller peut-être sur le quatrième point, qui est comment comprendre l'interculturel. Et aller un peu dans les paramètres de l'interculturalité. Alors, je les nomme paramètres parce que ce sont mes biais culturels, notamment de gestion de projets numériques, qui fait que je les appelle comme ça. Dans les paramètres de l'interculturel, par là, on veut dire les éléments qu'on va utiliser pour comprendre les différences culturelles. Il y en a peut-être une infinité. Je n'ai pas l'ambition ici de vous exposer un ensemble cohérent, parfaitement pensé, exhaustif, sans recoupement, etc. Tout ça est très complexe, mais je voulais quand même reprendre quelques-uns de ces paramètres. Le premier, que je cite ici, c'est la structure familiale. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par un démographe qui s'appelle Emmanuel Todd et qui est notamment célèbre pour avoir prédit la chute de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il a des opinions, il a des positions qui sont peut-être moins intéressantes qu'à l'époque, mais en tout cas, il a écrit des ouvrages de démographie et de sociologie sur la structure familiale qui font référence dans le monde entier et notamment dans mes études en Angleterre. Donc ça, je vous invite à le consulter parce que
parce que vraiment, l'analyse qu'il fait de la culture par la structure familiale est particulièrement intéressante. Le deuxième, le rapport au temps. Alors, des universitaires comme Hall font des distinctions entre les cultures monochroniques, c'est-à-dire des cultures dans lesquelles le temps est linéaire, on fait une tâche à la fois, versus des cultures polychroniques dans lesquelles le temps est fluide, les relations priment sur l'agenda, etc. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'effectivement, le rapport au temps, je pense qu'on le voit dans plein d'activités chez ISM, sur voilà, des configurations de retard, de pas retard, des normes de ponctualité. C'est un vrai enjeu. Et ensuite, c'est un enjeu quand on tire les ficelles. Dans l'ouvrage d'Olivier Meyer, on le retrouve. Hein, le rapport au temps, c'est aussi un rapport parfois à l'incertitude et à l'ambiguïté. Ça peut être un rapport, ça porte bien plus loin aussi vers le rapport vers l'horizon temporel. Est-ce qu'on réfléchit à court, moyen ou long terme? Donc il y a plein de choses qui se jouent dans le rapport au temps. J'en profite juste pour citer une anecdote un peu légère pour mettre un peu pour détendre un petit peu le propos. Je me rappelle d'une chronique d'un voyageur, d'un journaliste américain qui allait au Maroc et qui expliquait que le lendemain de son arrivée, il avait rendez-vous avec quelqu'un pour le faire visiter pour lui faire visiter Casablanca ou Marrakech. Il lui dit vous avez rendez-vous à 1h, vous arrivez à 2h. Si la personne n'est pas là à 3h, vous l'appelez. Elle arrive à 4h et elle vous propose d'aller boire le thé chez son frère chez qui vous arrivez à 5h. Et le temps s'étire de manière extraordinaire. Et donc, ce journaliste américain dit tant qu'on n'a pas vécu les situations dans des pays où le rapport au temps est souvent un peu différent, on n'est pas capable d'appréhender la profondeur de cet enjeu. Je le cite parce que je trouve que cette anecdote a quelque chose d'amusant. Elle est pas parfaite, évidemment, mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle illustre un point qu'on vit au quotidien. Dans les autres paramètres, il y a les enjeux de hiérarchie et de décision, tels que, voilà, vous avez des cultures dans lesquelles on cherche le consensus et d'autres dans lesquelles les décisions sont pyramidales. Quatrièmement, l'enjeu de est-ce qu'on veut de l'égalité ou de l'équité, hein, donc l'égalité, ça consisterait à traiter tout le monde de la même manière, tandis que l'équité consisterait plutôt à attribuer aux uns ou aux autres des choses qui leur permettent de s'élever au même niveau qu'autrui. Cinquièmement, les enjeux de séparation du professionnel et du personnel. C'est une notion peut-être occidentale et XXe siècle de cette distinction entre les deux. Et donc là, on a alors les universitaires parlent de cultures diffuses versus des cultures spécifiques, mais ce qui est important, c'est de comprendre que pour les uns, la distinction est importante, pour les autres, elle l'est moins. Et puis ensuite, je m'arrêterai là parce que, comme je disais, il y en aurait beaucoup. Le rapport à la vérité ou à l'absolu, ça paraît par contre être quelque chose d'assez majeur à envisager. Le rapport à la vérité, il y a au moins peut-être 3 voies. La première qui est la voie scientifique, la vérité se rapporte à des faits vérifiables, elle est déterminée par des méthodes spécifiques, le tout est documenté dans la continuité des traditions de culture écrite. Ça, c'est un peu le premier modèle de rapport à la vérité. Enfin, le premier que je cite ici. Le deuxième, on pourrait le qualifier peut-être de plus spirituel, traditionnel ou relationnel. La vérité ou l'absolu sont régis plutôt par un cadre spirituel, théologique ou traditionnel, qui est d'autant plus fort qu'en général, il est ancré dans une culture orale, dans laquelle les relations sont plus importantes que les textes. Et ça, j'ai entendu très souvent des gens dire quand on va dans tel pays, la valeur d'un engagement écrit est en fait pas critique. Par contre, la valeur de la relation qu'on a avec autrui, dans l'engagement qu'on prend, est majeure. Voilà, là, je pense que ça, c'est un paramètre qu'il est important d'avoir en tête parce que clairement, en France, l'héritage, on va dire, libéral, basé sur le texte, on est une culture issue d'une religion du texte. Donc, il y a
quelque chose de très textuel dans nos relations et parfois contractuelles. Il y a énormément de régions du monde dans lesquelles l'engagement écrit est quand même beaucoup moins important. Donc ça, je pense que c'est un paramètre qui est important à prendre. Je ne vais pas citer tous les paramètres, donc je passe à la cinquième partie, peut-être. Alors, j'en profite juste pour faire un petit extrait de l'ouvrage d'Olivier Meyer sur le management interculturel que ISM m'a prêté pour préparer ça, juste pour vous donner un exemple de la richesse de ce qui a été écrit sur ce sujet. Là, vous avez un tableau de comparaison par pays de l'importance des différents paramètres. Et je ne vais pas le commenter parce que ça, je ne suis pas sûr que... Enfin, on n'aurait pas le temps et puis c'est un travail d'une profondeur infinie. Voilà, mais c'est très intéressant de voir à quel point les universitaires ont essayé de rendre tangibles des différences culturelles qui sont difficiles à objectiver. Donc là, c'est un tableau, on a mis des chiffres correspondant à des valeurs ou des modes de fonctionnement. Est-ce qu'on est plus hiérarchique, première colonne? Est-ce qu'on est très individualiste, deuxième colonne? Est-ce que la masculinité est une valeur importante, troisième colonne, etc., etc. Voilà. Je ne veux pas rentrer trop en détail, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez, mais je voulais juste vous montrer la richesse de ce qui s'écrit dans la littérature scientifique. Voilà, je passe donc à la cinquième partie. Pour ISM, qu'est-ce que tout ça veut dire? On peut se poser quelques questions. J'en ai trouvé 6. Qu'est-ce que ça veut dire dans la relation aux migrants, aux personnes que l'on accompagne, en d'autres termes? J'ai utilisé le terme du nom d'ISM, interservice migrant. Deuxièmement, dans la relation aux clients, aux administrations, aux collectivités, aux associations. Troisièmement, dans les situations des migrants, parce que la relation et les situations, ce n'est pas la même chose. Quatrièmement, dans les situations des interprètes. Cinquièmement, dans le type de service, téléphone, déplacement, traduction écrite. Et sixièmement, en interne ISM, les autres enjeux sont des enjeux plutôt externes. Donc, alors je commencerai juste par dire, même dans sa définition la plus simple, l'interprétariat, c'est déjà du management interculturel au sens premier, parce qu'il permet à une organisation de communiquer et donc de fonctionner. Il permet à une société de communiquer et donc de fonctionner. Donc, quelque part, chez ISM, tout le monde œuvre pour le management interculturel. Et ensuite, évidemment, il est important de dire à quel point on a conscience, et moi le premier, que l'interprète ne traduit pas que des mots, il traduit des contextes. Et il est obligatoire d'ailleurs que lorsque le contexte porte des enjeux forts. Les enjeux d'asile, les enjeux de santé, dans lesquels il n'est pas toujours obligatoire, mais enfin, peu importe. Et donc, dans ces contextes-là, l'émotion, est-ce qu'elle n'est pas partout finalement? Donc, dans l'interculturel d'ISM, l'émotion peut-être est partout. Et ça, je crois qu'il faut peut-être insister dessus. Donc, je vais sur mon premier point, la relation aux migrants. Alors, si on va droit au but et qu'on commence par se dire la relation que les migrants ont avec, par exemple, une administration issue de l'asile, finalement, culturellement, est-ce que tout n'oppose pas les migrants aux administrations de l'asile? Je reprends mes paramètres précédents. Premier paramètre, le temps. Le migrant, souvent, est pressé par le temps pour obtenir ses papiers, pour aller travailler, s'occuper de sa famille, etc., etc. L'administration, elle, est pressée par la procédure. Et ça peut être frustrant. L'administration n'est pas toujours pressée de rendre le bon service. Elle l'est de plus en plus parce qu'elle se modernise, donc il faut lui rendre justice, mais voilà. Premier paramètre, le temps. Deuxième paramètre, la hiérarchie. Le migrant n'a de hiérarchie que le besoin d'un logement, d'un travail, de papier et d'un peu de respect. L'administration, elle, est régie par d'innombrables textes, des procédures, des hiérarchies, etc., etc. Donc sur ce deuxième paramètre, les deux s'opposent. D'ailleurs, je vais vous les remettre pour que si ça peut être utile. Troisième point, alors j'ai sauté les structures familiales, ça serait trop compliqué. Troisième point, égalité ou équité. Le migrant qui arrive sans rien aurait besoin d'un peu d'équité.
Et parfois, on ne lui sert que de l'égalité, en lui disant la procédure est la même pour tout le monde, madame, monsieur, pas de passe-droit. Certains migrants auraient quand même mériteraient qu'on leur octroie quelques égards. Quatrième point, la différence professionnelle-personnelle. Pour l'administration, il y a une différence absolue. Les horaires, c'est les horaires. À une certaine heure, l'administration ferme. Pour le migrant, il n'y a pas de différence entre le professionnel et le personnel en la matière. La vie est un continuum complexe et donc ces séparations, peut-être très occidentales, n'ont peut-être pas lieu d'être dans des situations de détresse. Et puis enfin, je m'arrêterai là, le rapport à la vérité et à l'absolu. Pour l'administration, il n'y a presque que la procédure. Pour le migrant, la vérité et l'absolu, ce n'est que son destin et celui de sa famille. Et donc on voit que là-dessus encore, peut-être tous les opposent. Voilà, on pourrait élaborer certainement encore beaucoup. J'oserais même une question qui me gêne, mais qui est, je pense, qui mérite qu'on la pose aussi. Dans le rapport aux migrants qu'il y a en France, est-ce que aussi le rapport à l'Empire et aux colonies n'est pas aussi là pour nous gêner dans l'interculturalité? Je referme cette parenthèse. Voilà, donc sur le premier sujet, dans le rapport aux migrants, on voit bien qu'il y a des vrais sujets. Dans la relation aux clients aussi, aux clients d'ISM, je vais être moins détaillé là, mais les clients, notamment les administrations, sont entre elles encore très différentes. L'écosystème de l'asile, il est basé sur des procédures, il est instrumentalisé en politique. Les collectivités, elles peuvent, j'imagine, être elles aussi politiquement instrumentalisées. Peut-être qu'il y a moins de procédures, quoique. Troisièmement, la santé, c'est encore un écosystème différent. Elle est basée sur l'autorité des soignants, peut-être plus que sur les procédures, sur le besoin de soins, avec des impacts personnels qui sont critiques. Est-ce qu'on a encore besoin de papier quand on apprend qu'on va mourir? Donc voilà. Et enfin, l'écosystème associatif de l'hébergement, qui culturellement est encore différent. J'imagine, je le connais moins bien que vous, mais enfin, je le vois quand même quand dans cet écosystème proche de l'asile, les opérateurs, je comprends que ce soit France Terre d'Asile, Coalia ou d'autres, ils ont une dimension légèrement militante qu'ont peut-être moins les administrations. Donc, on voit aussi que culturellement, les clients d'ISM nous projettent dans l'interculturel. Parce que selon qu'on parle à un interlocuteur dans un hôpital ou à l'OFPRA, je pense qu'on ne parle pas de la même façon. Ensuite, les situations des migrants, alors ça, Aziz en touchait un mot en préambule, mais les situations changent de manière majeure. À l'hôpital, est-ce que c'est la même chose d'interpréter pour une personne à laquelle on va annoncer une maladie incurable ou un accompagnement vers une heureuse naissance? Les situations nous projettent aussi dans des enjeux qui sont culturellement très différents. Et je ne parle même pas des personnes qui ont été prisonniers politiques, victimes de situations de guerre, témoins de génocide et autres. Vous les connaissez mieux que moi, je ne vais pas trop élaborer. Et ça m'amène au quatrième point, qui est la situation des interprètes. Quand on plonge dans l'histoire d'ISM, il y a toute l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle, l'histoire de ces 50 dernières années. Il est tellement fréquent, je crois, qu'un interprète d'une région donnée interprète pour une personne de la même région, avec les biais que ça peut engendrer, les enjeux d'éthique qui nous sont rapportés régulièrement. Donc voilà, ça, je crois que c'est aussi un paramètre qui montre bien que l'interculturel se joue à de multiples niveaux. Dans le type de service, ça c'est quelque chose où je pose une question un peu ouverte, où voilà, j'espère que quelqu'un la prendra au bon. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les équipes qui travaillent sur le téléphone, le déplacement ou la traduction écrite ont les mêmes pratiques professionnelles? Est-ce que finalement, elles n'ont pas des différences culturelles à la fin entre elles dans leur façon de travailler? C'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. Je serais curieux de savoir si vous l'avez. Et puis enfin, pour clôturer cette avant-dernière séquence, en interne ISM, alors dans une même équipe, il peut y avoir tant de nationalités que je pense qu'on imagine difficilement où commencer, mais
pour revenir sur des notions fondamentales, l'enjeu de l'interculturel chez ISM, c'est pas qu'une question, je pense, interethnique, hein, c'est un enjeu de culture aussi au sens large, avec la question, alors j'imagine que en fonction de l'origine, de l'âge, du genre, de la famille, du statut, les équipes ISM sont différentes. Entre un salarié et un travailleur indépendant, j'imagine que les référentiels ne sont pas les mêmes. Chez ISM, il y a aussi cette tension entre l'entreprise formelle et le modèle associatif, entre l'histoire de cette petite tribu qui a créé cet opérateur extraordinaire et les attendus aujourd'hui des clients publics qui veulent toujours des prix plus bas, etc. etc. Il y a la tension aussi chez ISM culturelle d'être engagé sans être militant, pour reprendre les mots du directeur général. La tension d'opérer sur des marchés publics mais sans subvention. La tension de la culture de l'humain et le choc de la technologie. Donc, culturellement, je pense qu'il faut envisager la culture, les enjeux culturels et interculturels, pas seulement comme des enjeux interethniques, internationaux, interreligieux, mais aussi de manière plus large dans la tradition qui nous est arrivée au XXe siècle. Donc, on a cité 7 facteurs de différence culturelle. Avec les multiples possibilités pour chaque facteur, ça produit, vous l'aurez compris, une infinité de situations de complexité culturelle, comme on l'imagine difficilement. Il aurait fallu un mathématicien dans la salle, je pense, pour nous éclairer sur ce point. Heureusement que le président d'ISM est un brillant ingénieur, mais voilà, pour revenir à des considérations un peu plus concrètes, ce sont des complexités, d'ailleurs, je pense, qui justifient amplement la formation des interprètes, hein, et la formation toujours plus... Pardon, la reconnaissance toujours plus forte dont le métier a besoin sont des enjeux, je crois, stratégiques pour ISM, mais que je maîtrise beaucoup moins bien. Et ça m'amène à la dernière partie, qui est quelques bonnes pratiques. Je vais aller assez vite dessus parce que l'heure a vraiment tourné. Je me lance de but en blanc dans quelques bonnes pratiques sans avoir... Alors, je les ai un peu classées entre elles, mais pas tant que ça. Qui sont basées sur mes observations. Donc, ça n'a de valeur que mes observations et ma pratique. Et c'est certainement plus important. Le premier, c'est de vous dire que j'utilise ce qu'on appelle la communication non violente, qui est une théorie qui a l'âge d'ISM, qui a été théorisée par un Américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui est un outil vraiment extraordinaire de, je pense, management interculturel, qui remplace le jugement par l'observation, qui pousse les uns et les autres dans les situations de conflit à s'exprimer à l'angle de leur perception et de leurs besoins, plutôt que par des reproches, et qui ouvre la possibilité de dialogue extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai mise en premier. C'est sans doute une des moins évidentes, mais une des plus puissantes. C'est une théorie qui a l'âge d'ISM, encore une fois, je trouve que ça fait un parallèle intéressant. Elle tient en quelques principes qu'on peut comprendre en quelques minutes. Les bonnes pratiques sont très faciles à comprendre. Je vous encourage très fortement à vous y intéresser. Pour faire simple, dans une situation de conflit, si vous voulez vous donner une chance de la résoudre et d'éliminer ces 84... Enfin, une des hypothèses de cette théorie, c'est, en tout cas telle que je la vois, c'est que 90% des conflits sont presque inutiles. Il y en a qui sont indispensables, mais il y en a qui, la plupart sont inutiles. En tout cas, entre les personnes à l'échelle individuelle. Cette méthode qui consiste à poser des faits, exprimer son ressenti sans accuser et exprimer son besoin, ces 3 points, vous essayez de les mettre en musique et de les répéter, de les améliorer et de vous documenter dessus. Je pense que vous gagnerez probablement en capacité à communiquer. Deuxième point, les outils d'analyse de personnalité. Alors ça, c'est un peu plus peut-être plus connu et balisé. Ce sont des outils qui permettent de comprendre que si on ne s'entend pas bien avec une personne, ce n'est pas forcément parce qu'elle est mauvaise ou parce qu'on est soi-même mauvais. C'est plutôt parce que les personnalités sont complexes, elles sont diverses, et que d'ailleurs, on a souvent les qualités de ses défauts.
Et donc, voilà, ces théories, ces approches, elles permettent de comprendre que c'est en échangeant souvent qu'on peut apprendre à communiquer avec les autres, même quand ils semblent très différents, voire trop différents dans certains cas. Moi, dans l'entreprise que je dirige, qui s'appelle l'Inclusion, alors qui est plus petite qu'ISM, on est un peu moins de 50, on utilise un modèle qui s'appelle DISC, qui est le modèle dit des couleurs. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a un qui s'appelle MBTI, d'autres qui s'appelle Process Communication, les drivers. Il en existe une foison que vous aurez toutes les facilités à trouver en ligne. Ce sont des modèles qui font l'objet de nombreux débats dans lesquels je ne vais pas rentrer, à part pour vous dire qu'il est important, je pense que, premièrement, on n'attende pas de ces modèles d'analyse des personnalités qui résolvent tous nos problèmes. Et deuxièmement, il faut prendre garde de ne pas laisser ces modèles nous enfermer dans une cale. Parce que ce que font ces modèles, c'est qu'ils vous donnent une couleur, des lettres, des noms, qui permettent à vos collègues de comprendre en quoi vous êtes peut-être différent d'eux dans la façon de voir le monde et de communiquer, mais qui peuvent avoir l'inconvénient que les gens se disent « Ah, Yves est vert, Denis est rouge, Estelle est bleue, etc. » Et en fait, si on se colle, si on se met dans des cases de manière trop rigide, en fait, on appauvrit le propos. Donc ça c'est vraiment important. Moi, dans l'entreprise que je dirige, on utilise la méthode DISC, qui est celle des couleurs, et c'est incroyable à quel point c'est devenu un vrai outil de communication. Les gens, en arrivant, quand on les embauche rapidement, au bout du deuxième, troisième échange, ils savent quelle couleur ils sont, avec quel nuancier, etc. Et derrière, ça permet de communiquer de manière intéressante. J'enchaîne et je serai plus concis sur les derniers points. Troisième sujet, l'empathie culturelle. C'est une méthode qui consiste à admettre que l'autre a une logique propre, qui est cohérente avec son propre système de valeurs. Et quelque part, là, ce qui est en jeu, de mon point de vue, c'est d'écouter les histoires des autres pour comprendre quels sont leurs vécus et leurs émotions. Et ça permet, en fait, d'éviter, de limiter les incompréhensions. Ça peut paraître un peu simple dit comme ça, mais si on prend le temps de systématiquement écouter autrui quand on a des soucis, souvent on se rend compte que les choses se résolvent beaucoup plus facilement. Quatrième enjeu, la culture de l'explicite et de la transparence. Ça, c'est un point très important qui est un peu technique parce que, comme le relèvent beaucoup d'intellectuels, la culture, c'est aussi beaucoup niché dans l'implicite. Et donc, ce qu'on voit dans beaucoup de sociétés contemporaine, c'est qu'on a besoin de tout expliciter pour éviter justement les décalages. Donc, quand l'interculturel nous met en souffrance, parfois, une des clés de lecture, c'est l'explicite. Ça, c'est la version rationnelle de l'outil. L'autre version, c'est le cinquième point, la culture du partage et de l'informel. Comme le dit cet ouvrage, une culture qui met tout dans l'explicite et la transparence, c'est ce qui pourrait s'appeler une culture pauvre. Les cultures riches, ce sont des cultures aussi où on accepte un peu d'implicite. Et une façon de l'embrasser, c'est de développer la culture du partage et de l'informel. Une organisation humaine, de mon point de vue, je suis peut-être un petit peu old school, mais bon, voilà, ça ne peut pas être que des personnes en télétravail. Ou en tout cas, il faudrait que ce soit un peu plus que ça. Le fait d'organiser et d'orchestrer des moments de partage avec des événements, de la musique, des repas, comme le fait fort bien ISM d'ailleurs, c'est une façon d'ancrer l'interculturel dans quelque chose d'émotionnel, de positif et de profondément culturel. Sixième point, la culture de l'action. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé et que je vous partage avec un peu de naïveté. Dans mon histoire personnelle, mon père s'est retrouvé directeur d'une usine dans le sud de l'Espagne il y a 20 ans, à une époque où ce n'était pas simple. Des années plus tard, l'accueil a été froid et rapidement il s'est réchauffé. Et en fait, ce que les équipes espagnoles andalouses ont explicité beaucoup à mon père, c'est de lui dire en une semaine, tu avais gagné notre confiance parce que tu étais un chef qui était sur le terrain, à faire le boulot. C'était les premiers à lever la main, à serrer les boulons, à les desserrer, à monter, à rentrer dans la salle des machines. Et je pense que c'est un langage universel. C'est une opinion, donc je ne vais pas élaborer. Je n'ai lu ça nulle part, dans aucun manuel.
mais c'est un node interculturel, puisque là, c'était mon père français, de la vallée du Rhône et du Tarn, qui allait en Andalousie dans les années 80, juste après la chute du franquisme. Voilà, je m'arrête là. La culture de l'action, ce que les anglo-saxons appellent leadership by example. Et puis, ce 8e point, qui est très spéculatif aussi, mais qui est très lié à mon histoire professionnelle, je pense que peut-être que dans l'avenir, les organisations interculturelles auront besoin de co-construire des référentiels communs. Parce que quand les différences sont très fortes, peut-être que le fait de rassembler les gens et de leur dire quelle est la culture qu'on veut construire en commun pour cette organisation. Et je l'ai vu dans tellement de cas dans ma vie de consultant que je crois fermement que la co-construction est un outil qui, quand il est bien utilisé, est redoutablement efficace et très riche. Voilà, je m'arrête là parce que déjà, voilà, entre les défis techniques et puis l'emballement, l'émotion de tous ces sujets passionnants, je suis allé un peu loin. Pour conclure, je dirais que, enfin, quand souvent les universitaires, pour conclure leurs propos, viennent souvent à critiquer les termes mêmes du sujet. Donc moi, si je devais le faire, je vous dirais que finalement, on a parlé de management interculturel, mais est-ce que finalement, ce n'est pas réducteur de parler de ça, comme si l'interculturalité, c'était un paramètre à gérer comme un autre dans un souci froid d'efficacité économique? Est-ce que l'enjeu n'est pas plus grand? Est-ce qu'il n'est pas sociétal, civilisationnel? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être plutôt parler de bonnes pratiques pour de l'harmonie interculturelle, qui nous projetterait dans une vision sociétale et aspirationnelle au-delà de ce qui est juste une organisation? La société englobe les entreprises et le management, parce que de toute façon, les entreprises ne suffisent pas à constituer la société. Il y a bien d'autres choses. Voilà. Et donc, la notion d'harmonie aussi me paraît intéressante parce que elle nous projette dans quelque chose d'aspirationnel. Je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Au-delà de vos remarques, j'espère que je serai curieux d'entendre vos anecdotes interculturelles, qu'il s'agisse d'humour, de jeux de mots, de sous-entendus, des malentendus ou de moments pas entendus du tout. L'interculturel, c'est aussi ça, et c'est un de nos premiers échanges avec Aziz il y a quelques années, était vraiment émaillé d'anecdotes interculturelles, vraiment, que je ne restituerai pas ici, mais qui sont d'une saveur extrême. Donc, n'hésitez pas à les partager. Moi, j'en ai plein dans ma besace. Donc, merci beaucoup. Et voilà, je pense que... Alors, je repasse peut-être la parole à Estelle. J'ai mis les références de 2 ouvrages consultés. On pourrait en citer d'autres. Mais là, j'ai mis Olivier Meyer, Management interculturel, aux éditions Duno, que ISM a confié aux administrateurs. Hervé Lebras, L'invention de la France. Je trouve ça pas inutile de le rappeler. Enfin, vous avez compris le propos d'Hervé Lebras, qui n'est pas loin d'être politique, mais je l'assume bien me concernant. Il y a plein d'autres intellectuels tout à fait intéressants, comme François Héran, même Marcel Gauchet. Et puis ensuite, on pourrait citer une filmographie très riche. J'espère que vous avez vu L'histoire de Souleymane, un film qui parle d'un jeune homme, voilà, tout à fait intéressant. Et je m'arrête là. Je repasse la parole à Aziz et Estelle. Alors, merci beaucoup, Olivier, pour cet exercice extrêmement dense et extrêmement riche.